Coucou les poussins. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode Chair de Poule, Histoire vraie. N'oubliez pas qu'à chaque vidéo Chair de Poule, je fais gagner à l'un d'entre vous une carte cadeau Amazon d'une valeur de 10 €. Pour participer à ce concours, c'est simple. Vous avez juste à être abonné à ma chaîne, à mettre un commentaire sous cette vidéo et de voter au sondage tout en me laissant un commentaire pour me dire quelle est l'histoire que vous pensez que j'ai inventée. J'annoncerai le vainqueur dans 5 jours dans la prochaine vidéo spoiler. Bonne chance à tous! J'espère que ces 3 nouvelles histoires vous plairont. Et c'est parti! Première histoire, tu es à moi. C'est un certain Raphaël qui raconte que cette histoire lui était complètement sortie de la tête jusqu'au jour où sa petite amie Selena lui en a reparlé. Il dit que ça remonte à plusieurs années de ça, 7 ans environ quand lui et Selena commençaient à sortir ensemble. Ils avaient tous les deux 19 ans et vivaient chacun chez leurs parents dans le même quartier. Raphaël précise qu'avant d'avoir rencontré Selena, il était inscrit sur plein d'applications de rencontres et que sur certaines d'entre elles, il avait mis son pseudo Snapchat pour que les gens puissent l'ajouter. Il précise qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un grâce aux applications de rencontres. À chaque fois qu'il matchait avec des gens, ça n'a jamais été plus loin que quelques phrases échangées. Raphaël dit que quand sa relation avec Selena a débuté, il a désinstallé toutes les applications de rencontres, mais n'a pas supprimé ses comptes. Les gens pouvaient donc toujours voir son profil et également avoir accès à son compte Snapchat. Raphaël s'est rendu compte de ça après que plusieurs personnes l'aient ajouté sur Snapchat. Il dit que voilà, ça n'allait jamais plus loin, car il leur disait qu'il avait une petite amie et la conversation s'arrêtait là. Sauf qu'un jour, un mec prénommé Rémi s'est abonné à son compte et lui a demandé s'il était disponible pour boire un verre. Il a donc répondu comme à chaque fois « Désolé, mais j'ai une petite amie. » Raphaël s'attendait à ce que Rémi arrête de lui parler après cette réponse, sauf que ça ne l'a pas arrêté. Au début, il disait que les messages de Rémi étaient normaux. Il posait à Raphaël des questions du genre « Comment était ta journée ? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Et Raphaël, étant quelqu'un de gentil et de sociable, lui répondait car il pensait que Rémi voulait qu'ils deviennent amis. Sauf que les messages de Rémi sont devenus progressivement déplacés. Il posait des questions comme « Est-ce que toi et ta copine, vous faites souvent l'amour ? Quelle est votre position préférée ?» Et Raphaël lui répondait que ce genre de questions était personnel et qu'il n'avait pas envie de partager des informations intimes sur sa vie avec lui. Rémi s'excusait toujours après et n'envoyait plus de messages pendant plusieurs jours. Puis il revenait à la charge et posait à nouveau des questions très intimes à Raphaël. Raphaël a fini par en parler à sa petite amie Selena. Il précise que Selena est quelqu'un de très gentil, mais elle est du genre très protectrice avec Raphaël. Elle a donc envoyé un message à Rémi sur Snapchat pour lui dire de laisser tranquille Raphaël. Malheureusement, ça a eu pour effet de rendre Rémi furieux. Il a par la suite envoyé un message à Raphaël en disant « Tu dois lourder cette meuf parce que c'est une garce. » Évidemment, Raphaël a pris la défense de Selena et a bloqué Rémi. Au bout d'une semaine, un nouvel utilisateur s'est abonné au compte Snapchat de Raphaël. Il s'appelait Maxime et était super gentil. Plus les jours passaient, plus Raphaël trouvait que le vocabulaire qu'utilisait Maxime était similaire à celui de Rémi. Il n'était pas à 100% sûr que ce soit bien lui. Il a donc demandé à Selena de s'abonner au compte de Maxime et de faire son enquête. Et dès le moment où elle l'a ajouté, Maxime a été agressif envers elle. Ce qui a donc confirmé que c'était bien Rémi. Raphaël, en sachant ça, a immédiatement bloqué le compte de Maxime. Et à partir de là, il n'a plus de nouvelles de Rémi. Raphaël précise qu'il vit dans une banlieue à Chicago et qu'il n'y a qu'une seule rue qui sépare sa maison de celle de Selena. Il voyait donc très souvent Selena et leur famille s'entendait à merveille. En plus de ça, Raphaël dit que leur famille s'entraidait souvent pendant les vacances et gardait les animaux ou la maison de l'un ou de l'autre si besoin. Bref, un mois plus tard, Raphaël a reçu une lettre dans sa boîte aux lettres. Sauf que dessus, il n'y avait ni son adresse, ni les coordonnées de l'expéditeur, juste son prénom sur l'enveloppe. Et en l'ouvrant, il a été choqué de voir que c'était une lettre d'amour de la part de Rémi. Dans les premières lignes, il disait à Raphaël qu'il était amoureux de lui et qu'il voulait s'enfuir avec lui. Puis le reste de la lettre a pris une tournure sexuelle. Il décrivait à Raphaël toutes les choses qu'il aimerait lui faire. À ce moment-là, Raphaël a réalisé que Rémi connaissait son adresse, mais qu'en plus, il était venu lui-même la déposer dans sa boîte aux lettres. Il a tout de suite appelé Selena pour lui dire, et elle a été aussi choquée que lui. Après en avoir aussi parlé à ses parents, il a décidé d'appeler la police.
Malheureusement, comme Raphaël avait bloqué le compte de Rémi, il n'avait donc plus aucune information sur lui. Et comme sur la lettre il n'y avait aucune adresse, la police ne pouvait donc rien faire. Jour après jour, Raphaël continue de recevoir des lettres de la part de Rémi. Et sa petite amie Selena a fini par en recevoir elle aussi. Mais les lettres qu'elle recevait étaient des lettres de menaces. Rémi lui écrivait « Tu ne le mérites pas. Je vais tout faire pour gâcher ta vie. Je vais te trouver. Je vais te faire souffrir. Tu ne me le prendras pas. Il sera à moi. À moi !» Selena a elle aussi prévenu la police et elle aussi lui ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Raphaël raconte que Selena et sa famille avaient prévu d'aller en vacances à Hawaï et Raphaël devait garder leur maison en attendant. Le moment venu, Raphaël dit que les premiers jours se sont bien passés, jusqu'à une nuit en fin de semaine. Comme d'habitude, il était chez eux, sur le canapé, en train de regarder la télévision, quand d'un coup, le courant a sauté. Il était 1h du matin et Raphaël s'est retrouvé dans le noir complet. Pendant plusieurs secondes, il n'y a eu aucun bruit. Puis, subitement, il a entendu une vitre qui provenait du bureau du père de Selena se briser. Le bureau se trouvait au fond du couloir au rez-de-chaussée comme le salon. Raphaël, en entendant ça, a foncé dans la cuisine, a pris un couteau et a couru à l'étage pour se cacher dans la chambre de Selena. Il s'est ensuite faufilé dans son placard et a composé le numéro de la police. Dès qu'il a eu quelqu'un en ligne, il a entendu les pas de l'intrus en train de monter les escaliers. Heureusement qu'il a pu rapidement donner toutes les informations nécessaires à l'opérateur avant que l'intrus n'arrive à l'étage. La personne lui a ensuite dit « Une patrouille de police va arriver, mais surtout, ne raccrochez pas et restez silencieux. » Raphaël raconte que l'individu en arrivant à l'étage est allé vers la gauche. Il était un peu soulagé car la chambre de Selena était sur la droite. Ça laissait plus de temps aux policiers d'arriver et à Raphaël de se préparer mentalement à agir s'il devait se défendre. Finalement, quelques minutes plus tard, il a entendu l'individu se diriger vers la chambre de Selena. Raphaël a profité de ces quelques secondes pour sortir discrètement du placard et s'est placé juste à côté de la porte de la chambre. Dès que l'intrus a ouvert la porte et a commencé à entrer dans la chambre, Raphaël s'est jeté sur lui et a planté le couteau de cuisine dans son épaule. L'individu a alors hurlé et Raphaël a entendu un objet lourd tomber sur le sol. Il est ensuite sorti en courant de la maison et a vu devant lui plusieurs policiers prêts à tirer. Raphaël a mis ses mains en l'air en criant « Je l'ai blessé! Il est à l'étage !» Quelques instants après, les policiers sont ressortis avec l'individu menotté qui hurlait toujours de douleur. Raphaël, grâce aux sirènes de police, a pu apercevoir le visage de l'intrus. C'était Rémi, le mec de Snapchat. Il a dit que par la suite, les policiers lui ont dit qu'ils ont retrouvé au premier étage un pistolet sur le sol. Il a également appris que Rémi venait du Texas et avait fait tout le trajet jusqu'à Chicago pour être avec lui. Rémi avait loué une chambre dans un motel dans le coin et déposé des lettres chaque jour dans leur boîte aux lettres. Il faisait ça très tôt le matin et les images des caméras de surveillance du motel ont pu confirmer ça. Raphaël raconte que cette nuit-là, Rémi avait prévu de tuer Selena et sa famille pour que Raphaël se mette avec lui. Il a réussi à couper le courant de la maison de Selena ainsi que plusieurs maisons voisines pour pouvoir s'introduire discrètement chez Selena. Et malheureusement pour Rémi et heureusement pour Raphaël, Selena et sa famille étaient à Hawaï. Raphaël finit par dire qu'il ne sait pas ce qui se serait passé si Selena et sa famille n'étaient pas allés en vacances, mais qu'en tout cas il est heureux que sa petite amie soit toujours en vie. Deuxième histoire, je te pardonne. C'est l'histoire de Paige qui raconte que cette mésaventure lui est arrivée il y a 3 ans environ. Elle dit qu'à ce moment-là, elle vivait à Atlanta avec son mari Parker. Elle précise qu'elle était esthéticienne et que lui était médecin anesthésiste. Elle avait 35 ans et lui 36 ans. Ça faisait 6 ans qu'ils étaient ensemble et 4 ans qu'ils étaient mariés. Paige dit que leur mariage commençait à battre de l'aile depuis plusieurs mois déjà. Ils passaient de moins en moins de temps ensemble et quand ils se voyaient, c'était la plupart du temps tard le soir et ils se parlaient à peine. Paige a donc envisagé de divorcer, mais à chaque fois qu'ils en parlaient, Parker lui disait qu'il souhaitait donner une nouvelle chance à leur mariage et pas tout gâcher comme ça. Paige dit qu'elle était encore attachée à lui et qu'au fond elle aussi voulait sauver leur union. Au bout de quelques mois, leur relation s'étant encore détériorée, elle pensait aborder à nouveau le sujet du divorce avec Parker. Voulant se vider la tête, elle a décidé un soir d'aller en boîte de nuit avec des copines à elle. Paige dit que sur la piste de danse, elle a flirté avec un homme et qu'elle a passé la nuit chez lui. Se sentant énormément coupable et réalisant que sa relation avec Parker ne pouvait plus fonctionner, dès le lendemain soir, elle lui a dit « Écoute, je dois t'avouer quelque chose. J'ai couché avec un homme hier soir.
Et je me suis rendu compte que il faut qu'on divorce. C'est plus possible entre nous. En entendant ça, Paige raconte que Parker est entré dans une colère folle. Il lui a hurlé dessus en lui disant qu'elle était une personne horrible, a cassé plusieurs objets autour de lui et est parti de chez eux sans dire où est-ce qu'il allait. Paige ne l'avait jamais vu comme ça. D'habitude, Parker était quelqu'un de très calme qui savait se contrôler. Le lendemain, il est rentré et il a dit à Paige: Ma chérie, je te pardonne. Je sais que je travaille jusqu'à tard tous les soirs et que ça fait des mois qu'on n'a pas passé de week-end en amoureux. Je t'aime plus que tout et je veux sauver notre mariage, quoi qu'il en coûte. Je te promets que cette fois-ci, je vais consacrer du temps à notre couple. Paige, après ce qui s'était passé hier soir, s'attendait à tout, sauf à ce que Parker réagisse comme ça. Prise au dépourvu, elle lui a répondu. D'accord, essayons. Paige dit que depuis ce soir-là, Parker était adorable avec elle. Il lui envoyait des textos à chacune de ses pauses, chose qu'il n'avait plus fait depuis bien longtemps. Il lui avait même offert un magnifique bouquet de fleurs. Elle commençait à se dire que cette fois-ci, il allait vraiment changer et s'investir vraiment dans leur relation. Elle reprenait espoir. Un week-end, Paige et Parker ont pris la route en direction du lac Lani. Un lac qui se trouvait environ à 1 heure de chez eux en voiture. Arrivés sur place, ils se sont installés au bord de l'eau et Parker a insisté pour qu'ils trouvent un endroit à eux, isolé de tout le monde. Paige trouvait ça un peu bizarre. Elle se disait que peut-être Parker avait envie de faire des choses coquines là-bas. Paige précise qu'elle avait pris avec elle un thermos avec du café et que c'est important pour la suite de l'histoire. Elle raconte que jusque-là, ils avaient passé une très bonne journée. Ils avaient beaucoup mangé et bien discuté. En début d'après-midi, après avoir fini le café dans son thermos, Paige est allée nager dans le lac pendant que Parker gardait leurs affaires. Elle nageait calmement quand d'un coup, elle a commencé à ne plus pouvoir bouger correctement ses membres. Comme s'ils devenaient de plus en plus lourds. Paige avait de plus en plus de mal à nager. Elle ne savait pas à quelle distance elle était du rivage, mais elle semblait assez loin. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait et a commencé à paniquer. Elle s'est mise à hurler. Parker, Parker, je n'arrive plus à nager. Aide-moi! En regardant vers le rivage, elle a vu Parker debout, immobile. Elle s'est mise à faire un geste de la main tout en continuant d'appeler au secours. Et à ce moment-là, Parker s'est mis à lui faire coucou de la main. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, elle a donc crié à nouveau. Parker, à l'aide! Je vais me noyer! C'est à ce moment-là qu'elle a vu des randonneurs surgir de la forêt derrière Parker. Ils semblaient avoir entendu les cris de Paige. À ce moment précis, le comportement de Parker a complètement changé. Il a enlevé son t-shirt et a foncé dans l'eau. Après quelques secondes qui ont paru être une éternité pour Paige, Parker l'a récupérée et l'a ramenée au bord du rivage. Puis il lui a dit « Ça va, ma chérie ?» Paige lui a répondu « Pourquoi t'es pas venu m'aider plus tôt ?»« Je pensais que tu me faisais une blague. » Hein? Comment t'as pu penser ça? Je n'arrivais quasiment plus à bouger mes bras et mes jambes. J'ai failli me noyer. En plus, je t'ai vu, tu m'as fait coucou de loin. Oh mon amour, je suis vraiment désolée. Je t'ai vu me faire coucou, alors j'ai pensé que tu me faisais une blague. Puis il l'a pris dans ses bras. Paige raconte qu'après les randonneurs sont venus la voir pour lui demander si tout allait bien. Elle a hésité et leur a dit oui. Puis elle et Parker ont décidé de rentrer chez eux. Paige dit que ses membres étaient encore engourdis et qu'elle souhaitait aller à l'hôpital. Sauf que Parker lui a dit « Écoute, je pense que tu as eu une crampe et qu'après tu as paniqué et que tu as fait une crise de tétanie. Ça arrive, tu sais. » Paige lui a rétorqué « C'était clairement pas une crampe. J'ai pas du tout eu mal. » Fais-moi confiance, ma chérie. Je suis médecin et ça arrive que des fois des crampes ne soient pas douloureuses. Pas la peine d'aller à l'hôpital, tu vas faire perdre du temps au personnel. Comme Parker avait une formation médicale, Paige n'a pas insisté plus que ça. Pendant plusieurs jours, Paige a ressenti des douleurs musculaires dans ses membres et avait régulièrement mal à la tête. Elle dit que plus le temps passait, plus elle se posait des questions. Elle a donc fait des recherches et n'a trouvé aucun témoignage de personnes ayant eu les mêmes symptômes qu'elle. Ensuite, le fait que Parker soit venu la sauver seulement au moment où des gens ont remarqué qu'elle était en train de se noyer ne la rassurait pas du tout. Et un autre élément qui l'a troublée, c'était que ce jour-là, elle avait mis du café dans son thermos et qu'après le pique-nique, elle ne l'avait plus jamais retrouvé. Paige dit qu'elle est peut-être parano, mais elle se demande si Parker n'aurait pas par hasard mis dans son thermos une substance dans le but qu'elle se noie ce jour-là. Étant médecin anesthésiste, il avait accès à plein de médicaments. Elle pense que Parker ne souhaitait pas divorcer, car n'ayant pas établi de contrat de mariage, elle allait alors récupérer la moitié de l'ensemble de leurs biens. Et la majorité appartenait à Parker, qui gagnait bien mieux sa vie qu'elle.
et elle se dit que comme elle l'avait trompé, il a dû vouloir se venger. Mais ça lui faisait froid dans le dos de se dire que Parker avait pu en arriver jusque-là. Paige dit qu'il était trop tard pour faire des analyses afin d'avoir des preuves que Parker les droguait. Quelques jours plus tard, pendant que Parker travaillait, elle a décidé de prendre toutes ses affaires et de partir sans rien dire. Elle se sentait en danger. Elle est restée chez ses parents pendant plusieurs mois et a demandé le divorce une fois là-bas. Après un divorce difficile, Paige finit par dire qu'elle a déménagé dans un autre état pour être sûre de ne plus jamais croiser le chemin de Parker. Troisième histoire, mauvais pressentiment. C'est l'histoire de Sophia qui raconte que cet événement a eu lieu en 2012, un mercredi soir, lorsqu'elle avait 20 ans. Elle précise qu'elle habitait en Floride et que ce jour-là, elle était chez son petit ami Vincent. Il était pas loin de 21h et il n'avait pas encore dîné. N'ayant pas envie de cuisiner, ils se sont dit que ce serait cool de manger dans un diner dans le coin. Il pleuvait beaucoup dehors et n'avaient donc pas envie d'aller très loin. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un diner, c'est en fait un sort de café-restaurant typiquement américain et généralement c'est ouvert 24h/24. Il y avait justement un diner à 5 minutes de chez Vincent qui n'avait jamais essayé. Comme normalement les diners fermaient assez tard le soir, ils ont décidé de tenter le coup. Arrivés sur place, ils ont vu affiché sur la porte que tous les mercredis soirs, une part de tarte au choix était offerte pour 10$ dépensés par personne. Ils se sont dit qu'ils étaient vraiment tombés au bon moment. En entrant, ils se sont aperçus que la seule personne qui semblait être présente était la serveuse. Sophia dit qu'elle a déjà travaillé dans la restauration avant et qu'elle détestait quand les clients arrivaient quelques minutes avant l'heure de la fermeture. Voulant s'assurer que le diner n'allait pas fermer bientôt, elle a demandé à la serveuse. « Excusez-moi, vous fermez à quelle heure ?» La serveuse lui a répondu. On est ouvert jusqu'à minuit. Sophia a alors pensé qu'ils étaient super chanceux que sa femme aussi tard et qu'ils soient les seuls clients présents. En effet, Sophia précise qu'elle et Vincent préféraient manger dans le calme en général. Sophia dit que la serveuse les a installés à une table loin de l'entrée du restaurant. Elle s'est ensuite présentée en leur disant qu'elle s'appelait Lizzie. Sophia raconte que dès que la serveuse s'est présentée, elle a tout de suite senti qu'elle mentait sur son prénom. Sophia dit qu'elle arrivait facilement à voir quand quelqu'un mentait parce que sa petite sœur passait son temps à le faire. La deuxième chose que Sophia a trouvé bizarre, c'est que la serveuse ne portait pas de badge avec son nom écrit dessus. La serveuse leur a donné ensuite le menu et leur a à nouveau dit que son prénom était Lizzie. Sophia a senti qu'elle mentait encore une fois en disant son prénom. Elle s'est alors dit « Ok, cette Lizzie est une grosse menteuse. » La troisième chose que Sophia a trouvé bizarre et en même temps agaçant, c'est le fait que la serveuse leur a posé beaucoup de questions pendant tout le repas. Elle leur a demandé des trucs du genre. Je vous ai jamais vu avant. Vous êtes nouveau dans le quartier? Vous êtes ici pour les études? J'avais des super colocs quand j'étais à l'université. Vous avez des colocataires, vous? Les mercredis soirs, c'est les pires jours de la semaine. Il n'y a jamais rien à faire. Vous avez quelque chose de prévu après? Sophia et Vincent la trouvaient lourde avec ces questions qui n'en finissaient pas. Mais voilà, elle avait l'air gentille, même si elle paraissait fausse dans son attitude. Ils se sont dit qu'elle faisait sûrement semblant de s'intéresser à eux pour s'assurer d'avoir des pourboires et aussi pour peut-être passer le temps, car ils étaient les seuls clients et c'était la seule serveuse présente ce soir. Sophia dit que pour ne pas paraître impolis, ils ont répondu aux questions de la serveuse. Après qu'ils aient fini leur plat principal, la serveuse a noté les parts de tarte qu'ils voulaient, puis elle leur a dit « Il fait vraiment un sale temps aujourd'hui, hein. Avec cette pluie, c'est hyper dangereux de conduire. Je pense que ça va s'arrêter bientôt, mais à votre place, j'attendrai ici que ça se calme. » En entendant ça, Sophia a commencé à avoir un mauvais pressentiment. Elle se demandait pourquoi la serveuse était aussi collante. Elle ne se sentait pas nécessairement en danger, mais elle ne comprenait pas pourquoi Lizzie était aussi obnubilée par eux. Puis elle s'est dit qu'elle se faisait sûrement des idées et que la serveuse faisait ça parce qu'elle voulait absolument des pourboires. La serveuse leur a ensuite apporté leur part de tarte et les a enfin laissés un peu tranquilles. Sophia dit que la tarte était dégueulasse. La sienne était aux fruits rouges, mais elle était hyper sucrée et avait un goût artificiel. Ça avait le même goût que les glosses pour enfants. Sophia ne sait pas comment elle a fait pour manger plus d'un morceau. Elle dit que c'est sûrement parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent et qu'elle détestait gaspiller la nourriture. Après s'être forcée à manger le plus possible, elle a regardé vers le fond du restaurant. Elle a alors vu la serveuse avec à côté d'elle un homme. Ils se tenaient tous les deux devant la porte de la cuisine et fixaient Vincent et Sophia. Sophia dit que l'homme était très costaud et très grand.
et qu'il les regardait comme si c'était des cafards qu'il allait écraser. Tous les deux ne lâchaient pas des yeux Sophia et Vincent. Sophia raconte qu'en voyant ça, des frissons ont parcouru tout son corps. La serveuse et l'homme ont ensuite remarqué que Sophia les avait vus et sont rapidement entrés dans la cuisine. Sophia dit qu'elle a senti que quelque chose n'allait pas. Et sans même prendre le temps de réfléchir, elle a murmuré à Vincent. Faut qu'on s'en aille maintenant et discrètement. Vincent pouvait voir à quel point Sophia était paniquée. Sans lui poser de questions, il a hoché la tête, puis ils sont partis en laissant l'argent qu'ils devaient, ainsi qu'un gros pourboire sur la table. Dans la voiture, ils ont tous les deux éclaté de rire à la réaction disproportionnée de Sophia. Sophia dit que l'homme devait sûrement être un cuisinier grincheux, qui était juste pressé qu'elle et Vincent partent du restaurant pour pouvoir rentrer chez lui. Et la serveuse devait se comporter comme ça pour s'assurer d'avoir un gros pourboire. Sophia dit que la serveuse avait sûrement dû être très contente, car avec le stress, elle lui avait laissé beaucoup trop d'argent. Elle se sentait coupable d'avoir réagi comme ça, de penser que quelque chose clochait et de partir à la sauvette sans dire au revoir. Puis Sophia dit qu'après ça, leur soirée a tourné au cauchemar. Elle se souvient qu'elle rigolait dans la voiture, puis d'un coup, elle s'est vue sur le lit de Vincent en train de frissonner. Vincent était allongé sur le lit, tout habillé, avec ses chaussures encore sur ses pieds. Il était minuit passé et elle ne se rappelait pas s'être garée, avoir ouvert la porte et être rentrée dans l'appartement. Bref, 2 heures s'étaient écoulées et elle n'avait aucun souvenir. Elle a alors réveillé Vincent en panique. Lui se souvenait à peine d'être rentré dans l'appartement. Il se rappelait être allé dans la salle de bain et qu'il s'est senti très désorienté, comme si la pièce tournait. Et il avait un sentiment de calme étrange. Et puis, plus rien. Tous les deux avaient perdu connaissance et aucun d'eux n'avait jamais connu ça avant. Ils n'avaient pas consommé d'alcool, ni de drogue, en tout cas pas de manière intentionnelle. Sophia a alors réalisé qu'ils avaient sûrement dû être drogués par la serveuse et le cuisinier, et que c'était sûrement pour ça que la tarte avait eu un drôle de goût. Elle s'est dit que heureusement, l'appartement de Vincent était seulement à 5 minutes du diner, car si ils s'étaient évanouis dans la voiture en chemin, ils auraient pu avoir un accident. Ou pire, si ils étaient restés plus longtemps dans le restaurant, qui sait ce qui leur serait arrivé. Sophia raconte que le lendemain, ils ont appelé la police pour leur raconter ce qui s'était passé, mais que la personne en ligne ne les a pas pris au sérieux et leur a demandé s'ils faisaient la fête ce soir-là. Sophia dit que par la suite, elle a vérifié les horaires du diner en ligne et qu'il fermait tous les soirs à 20h et pas à minuit, comme l'avait précisé la serveuse. Elle et Vincent ne sont jamais retournés là-bas par peur de représailles. Ils craignaient que la serveuse ou le cuisinier les reconnaissent et les retrouvent ensuite. Elle ne sait pas pour quelle raison ils ont été drogués, mais suppose que la serveuse et le cuisinier faisaient partie d'un réseau de trafic humain. Elle dit que tous les deux en sont venus à cette conclusion parce qu'en Floride, il y a un énorme réseau de trafic humain. Sophia finit par dire qu'on lui a toujours dit de ne jamais laisser son verre sans surveillance dans un bar ou lors d'une fête, mais ça ne lui serait jamais venu à l'esprit qu'elle devait se méfier d'une serveuse un peu trop bavarde dans un diner. Voilà, j'ai terminé de vous raconter les 3 histoires, j'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à me dire quelle est l'histoire que vous avez préférée et à mettre un j'aime à la vidéo si elle vous a plu. Les résultats du sondage et du concours seront disponibles dans 5 jours dans la vidéo spoiler, juste ici. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, LilyChobit, je suis très active, je poste régulièrement des stories et des photos. La citation du jour est « La peur est causée par notre imaginaire. Le réel est son antidote. » Au revoir les poussins.